Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Bienvenue dans Voiture de légende. Depuis le Club des V à Bruxelles, cet antre des passionnés du sport automobile, ici sur cette très belle vaillante Grand Défi, eh bien, vous pouvez vous y retrouver ici, entre passionnés, tous les mercredis pour boire l'apéro ou en d'autres occasions. Il y a des réunions. Il suffit de se renseigner sur le site internet du club. Ça s'appelle clubdv.org. Voilà, vous savez tout. Nous allons évidemment nous intéresser, comme au Club des V, au sport automobile et aux automobiles sportives. Dans cette émission, on commence malgré les frimas, puisque cette première émission printanière est encore marquée par la fin de cet hiver pour le moins rigoureux. Eh bien, on commence par un petit flashback justement en retournant sur les routes hivernales du rallye Monte-Carlo historique. La Principauté est en 2013 ville de départ et non plus ville de concentration. Et en ce dimanche soir, sur le port Hercule, on s'apprête à vivre une nuit longue et difficile. Les 127 équipages qui s'élancent au pied du rocher auront la surprise d'une visite princière. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, étant venu donner le départ de l'épreuve, avec à ses côtés un des anciens vainqueurs du rallye. Le Suédois Erik Karlsson l'avait emporté en 1962 et 63 au volant d'une Saab. Devant une foule spectaculaire, une fois encore, le succès de ce parcours de concentration ne se dément pas et rappelle qu'à l'origine, l'enjeu du rallye était avant tout de rejoindre Monaco dans des conditions hivernales souvent extrêmes. Ce n'est que dans les années 60 que les spéciales ont fait leur apparition au règlement. Pour ce contingent, c'est la traversée des Pyrénées qui constituera le défi de cette longue liaison, avec en route 3 contrôles à Saint-Chinian, Nyons et Saint-Nazaire-en-Royan. Copenhague, avec 1919 km de distance à parcourir pour rallier Valence, est la deuxième ville de départ la plus lointaine. On y retrouve en majorité des équipages nordiques, finlandais, suédois, norvégiens, danois, parmi lesquels 2 gloires des rallyes internationaux. Hans Sylvan, ancien copilote de Stig Blomqvist et Per Eklund sur une Porsche 911, et Heike Andersson, ancien pilote officiel Porsche, qui a terminé 4e du rallye Monte-Carlo en 1970. Il est engagé sur une 924. À leur arrivée à Valence, visiblement, les Suédois sont fatigués, malgré leur expérience des conditions hivernales. Oui, ça nous a causé quelques problèmes. D'accord, nous sommes scandinaves, donc ce n'était pas de très gros problèmes. Mais il a vraiment neigé très fort. Dans la capitale danoise, pourtant, pas un seul flocon pour saluer le départ des 29 équipages. Depuis les rives de la mer Baltique, il faudra rejoindre Badonbourg avant de descendre sur Sochaux, Champagnole, Annecy-le-Vieux, à destination de Valence. Là encore, la curiosité et la passion du public a bravé les frimas de l'hiver. Contraste de température saisissant pour l'équipage égyptien de cette Ford Mustang. De la neige, il y en a eu sur à peu près tous les parcours de concentration. Et Glasgow n'a pas été une exception. Peu de sommeil et des sandwichs au menu. Rien à voir avec ce qui se déguste sur le bord de la route. Ça, c'est du pied de cochon de Haute-Loire, une spécialité auvergnate. Avec au compteur 2036 km, les 9 équipages qui se sont élancés depuis l'Écosse ont eu aussi fort à faire pendant les dernières 36 heures. Après Monaco, le plus fort contingent est en provenance de Reims. 95 voitures, un peu moins de 1000 km au compteur en arrivant dans la Drôme. 2013 sera encore un excellent millésime pour la capitale champenoise.
En Écosse, au son de la cornemuse, c'est une petite délégation de 9 équipages qui s'est dirigée vers la Drôme en début de week-end. Il a fallu traverser la Manche, avec accostage à Calais, puis passer au pied de la cathédrale et suivre le parcours de Reims. Okay, we're on 8 seconds. 7, 6, 5. Là encore, une affluence impressionnante, une ambiance digne des grands Monte-Carlo pour saluer un des équipages australiens au départ. Ou encore la délégation officielle, ou pas, des Alpines berlinettes, venues commémorer les 40 ans de leur titre de championne du monde et de la victoire d'Andrué et Biche en terre monégasque. Une façon aussi pour Renault de fêter avec un peu d'avance la renaissance de la marque fondée par Jean Rédélé dans les années 60. Et voilà donc en fin d'après-midi ceux qui arriveront les derniers au parc fermé de Valence. Ceux-là même que nous avons vu partir de Monaco la veille, après 996 km de péripéties. Ici, entre Entraigues et le Moulinon. Parmi eux, une DKW F12 de 1964, facilement reconnaissable à la sonorité particulière de son moteur de temps. La marque allemande, fondée par un Danois, puis entrée dans le giron d'Auto Union en 1932, était d'abord spécialisée dans la propulsion à vapeur. C'est la signification de ses initiales, avant de fabriquer des voitures légères et maniables à moteur de temps. Quoi de mieux après une bonne nuit de sommeil que d'attaquer la journée pied au plancher? Pour certains, ce n'est pas qu'une formule. Ce mardi matin, l'étape de classement commence par une boucle autour de Valence. Au petit déjeuner, une des zones de régularité les plus délicates à gérer pour les copilotes, entre Saracé et Moulinon, avant une courte pause à Saint-Agrève. Presque une formalité pour cette Cooper S pilotée par Andrew McAlpine et naviguée par le très chevronné Fred Gallagher. L'Irlandais a été l'équipier d'Henri Toivonen, Juha Kankkunen, Björn Valdegaard, mais aussi Vatanen et Solberg, excusés du peu. Petites ou grandes, les voitures et les impressions se succèdent au fil des passages. Les anciens vainqueurs de l'épreuve en 2008, Ernst Jungen et Markus Müller, se portent dans le groupe de tête. José Larep et Joseph Lambert sont les hommes forts de cette journée sur les traces de leur victoire en 2010 et l'an dernier.
Derrière le volant, avec Gary Poole, le triple champion de V8 supercar australien Craig Loudness et Richard Davison, dont l'histoire familiale se mêle intimement à celle du Monte-Carlo. C'est un moment très spécial pour moi et pour ma famille. J'ai la particularité d'être lié à l'équipage d'origine à double titre, par mon père, Alex Davison, mais aussi par mon beau-père qui a épousé ma mère 20 ans après le décès de mon père. Et il se trouve que c'est lui qui est le dernier représentant de l'équipage d'origine qui est venu ici en 1953 pour s'aligner dans cet événement incroyable. Malheureusement, ma mère est décédée il y a quelques mois et c'était une de ses volontés que de revoir cette voiture sur ses routes. Pour ces hommes, se retrouver en France, sur les mêmes routes, au volant d'une voiture similaire, a vite pris des allures de pèlerinage. Un hommage itinérant auquel Craig Loudness, habitué à des vitesses plus extrêmes, s'est prêté avec bonheur. On est encore dans le coup. On est en train d'essayer de rester le plus près possible de la vitesse moyenne. Hier, j'ai été un peu trop rapide et c'est pour cette raison que je suis puni sur le siège arrière. On n'est pas si mal et on a de la chance car d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup moins de neige que l'an dernier. Pour moi, c'est un grand plaisir à tous les niveaux, émotionnellement mais aussi en profitant le maximum de ce paysage incroyable et de ces gens très sympas. Je ne suis pas sûr que mon point préféré soit la météo, mais c'est ce qui rend les choses un peu plus piquantes. Plus ou moins ancienne, prestigieuse ou non, avec ou sans palmarès, peu importe. Chaque voiture emporte avec elle son lot d'histoires, d'anecdotes, liées à son équipage, à ce qui s'est passé avant. Comme cette Saab 96 qui est précisément celle qui l'a emportée au Monte-Carlo moderne à l'époque. Celle-ci porte le numéro 283, peint en blanc sur ses portières, comme à l'époque. Erik Karlsson a gagné à son volant au général en 1962 et 63. C'est le Suédois qui a inventé la technique de freinage du pied gauche, dont les pilotes ne pourraient pas se passer aujourd'hui. Le petit regroupement qui s'effectue à Tournon avant le retour vers Valence nous permet encore de croiser les gros numéros, les derniers à pointer. Une Jaguar XK140 figure au 14e rang du classement, en pleine séance d'assistance. Quelques Alfa Romeo ou autres Saab viennent encore clore la liste des survivants au terme de cette étape de classement. Cette année, parmi les 29 nationalités représentées, Chypre, le Japon, Malte ou encore l'Égypte, avec cet équipage engagé sur une Ford Mustang. On aime les voitures anciennes. On construit et on répare des voitures de ce type en Égypte. Mais on n'avait jamais eu l'idée jusqu'à présent de s'engager dans le rallye Monte-Carlo. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi une voiture égyptienne, en tout cas une voiture qui est importée en Égypte, pour la faire participer au rallye. Il y a beaucoup d'Américaines et de Britanniques en Égypte et c'est pour cette raison que l'on trouve des Mustangs ou des Jaguars. Il faut avoir de l'expérience et de la patience pour ne pas se laisser emporter dans un rythme trop élevé pour la régularité. Il est facile d'être grisé par le plaisir du pilotage et d'oublier l'enjeu de l'épreuve. Rester en permanence, mètre après mètre, le plus près possible de cette fameuse moyenne imposée. Au volant d'une Alpine A310, Jean-Pierre Coppola, deuxième l'an dernier,
disposant d'une longue expérience de pilotage dans ces conditions, s'en sort très bien. Avant d'arriver à Gap, il figure à la 3e place avec 112 points d'excès sur le leader. La Porsche 911 de Raffaello Raimondo pointe en 2e position après la 10e zone de régularité, avec 69 points de différentiel par rapport à la première place qui est occupée depuis le milieu de la journée par les monégasques Gérard Brianti et Sébastien Scholl. Une façon de marcher sur les traces de l'équipage vedette de ce rallye Monte-Carlo historique. Que l'on accueille sur l'équipe de Monaco. Bravo. Relégué dans les profondeurs du classement, Jean Ragnotti est toujours là, pour son propre plaisir mais aussi celui des spectateurs. Sans doute le plus populaire, l'acrobate n'a pas été gâté par le sort cette année, mais il fait contre mauvaise fortune bon cœur. Au Moulineau, on a eu un gros problème de transmission qui nous a, la réparation après la spéciale nous a fait perdre pas mal de minutes. Alors du coup, on a dégringolé très loin au classement et depuis, comme on ne vise plus du tout une place, on va dire, des 30 premiers, on roule pour respecter les temps dans les liaisons, enfin dans les épreuves dans les zones. Et quand il y a un peu de spectateurs, je la fais quand même un peu déraper, et ça prend de risques, mais au moins pour les amuser. Au moins pour les amuser, et puis pour m'amuser aussi. Ouais. La deuxième partie de l'étape commune prend son départ de Gap pour rejoindre la principauté de Monaco. Le soleil est à peine levé pour la première zone qui comporte encore quelques belles portions de glace en passant par le col des Garcinés. Doucement, le rallye se réveille et la route passe petit à petit de l'ombre à la lumière. Sportivement, il peut encore se passer beaucoup de choses tant les leaders sont groupés. La moindre petite erreur, la moindre pénalité peut transformer la hiérarchie et la faire basculer à l'avantage de l'un ou l'autre des occupants du top 5. Même tendance dans la montée vers le col du Corobin, où les conditions de route sont plus clémentes. Du goudron humide dans la majorité du parcours, un peu de givre au passage des premiers, mais rien de bien méchant. Devant, c'est toujours une lutte acharnée. Jean-Pierre Coppola et son Alpina 310, revenu à la deuxième place. Chez Porsche, Raimondo a été remplacé par Babini dans le top 3, mais le leader reste inchangé. Gérard Brianti et Sébastien Scholl dominent toujours l'épreuve d'une courte tête. C'est le duo Hassler-Blondeau qui remporte cette zone sur une Ford Escort RS 2000. Parmi ceux qui peuvent encore revenir jouer les troubles fêtes, il y a l'équipage belge de la Toyota Celica numéro 50, très régulièrement parmi les meilleurs. Mais ils ne sont pas les seuls. À quelques heures de son terme, le Monte-Carlo historique n'a pas encore choisi son vainqueur. Jeudi, début d'après-midi à Monaco.
La météo reste exceptionnellement clémente et l'on n'annonce pas de changement dans les heures qui viennent. Gérard Brianti et Sébastien Scholl profitent de leur statut de leader, même s'ils savent bien qu'il peut n'être que provisoire. Salués et félicités par le président Boeri, ils n'en restent pas moins méfiants car juste derrière eux, l'expérience de Jean-Pierre Coppola peut encore parler dans les dernières zones de régularité. Le Barbajuan, cette gourmandise typiquement monégasque, ne sera pas le seul régal des équipages de pointe au départ de cette soirée. 3 monuments du rallye Monte-Carlo leur tiendront lieu de plat de résistance, avec pour conclure le fameux col de Turini. On est parti pour l'ensemble 27e au classement. L'ouverture se faisant sur les 29 km entre le col de Castillon et Loda, en passant par le col de l'Ablé ou le col de Braus. En régularité comme en rallye de vitesse, ce sont les changements de revêtement qui sont souvent le facteur le plus délicat à gérer pour les équipes. Mais ces derniers kilomètres n'ont pas grand-chose de plus à offrir que de l'asphalte, parfois à peine givré, permettant aux leaders de contrôler la course. Voilà qui n'enlève pourtant rien à la magie de cette nuit sur les hauteurs de l'arrière-pays, où les équipages ne boudent pas leur plaisir. Seul changement notable pour la 4e place, la Toyota Celica des Belges Dominique Olvoet et Björn van Overschelde fait le coup de force et s'impose à l'Opel cadette de Raymond Durand et Bernard Vialard pour 24 points. Les Français occupent donc la 5e place finale derrière l'équipage belge. Troisième, la Porsche 911 des Italiens Babini et Capsoni, revenus petit à petit des environs de la 50e place pour se glisser sur le podium final derrière les Alpines. Les écarts sont si faibles dans les derniers kilomètres que la situation en tête reste indécise. Jean-Pierre Coppola et Olivier Sussot sont au maximum de leur concentration pour coller au plus près à la vitesse moyenne. Ils comptent peut-être encore sur quelques timides plaques de verglas pour faire basculer le rallye en leur faveur. Mais rien n'y fera. Comme tous s'y attendaient, la météo très douce ne permettra pas à cette dernière nuit de jouer son rôle traditionnel de juge de paix. L'Alpine A110, 40 ans après sa victoire avec Biche et Andruet, l'emporte à nouveau sur les routes du Monte-Carlo. Gérard Brianti et Sébastien Scholl succèdent au palmarès à José Larep et Joseph Lambert. L'équipage de l'Alpine numéro 100 depuis sa prise de pouvoir il y a 48 heures n'a presque jamais été menacé, même si les écarts sont restés infimes jusqu'à l'arrivée. Brianti devient ainsi le 2e pilote monégasque à gagner le rallye Monte-Carlo historique, après Jean Ferry, vainqueur en 2003, sur une Auto Bianchi à 112 Abarth. J'ai envie de dire brillantissime. Brillantissime, oui, ben enfin, je suis pas tout seul, il faut être deux. On a été un peu chanceux, je pense qu'on avait un gros problème de trip parce que pour nous on était bons et les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Donc la chance nous a souri. Ziv Knoll avec nous, qui est un grand amateur. Alors toi, tu es une belle italienne, c'est pas une Pantera, c'est une Ferrari, mais pas n'importe laquelle, je crois. Ben oui, effectivement, Pierre. Moi, j'ai la chance d'avoir pu acquérir la première Ferrari de route ayant appartenu à Michael Schumacher lui-même. En 96, il a reçu de Luca di Montezemolo au moment où il est arrivé comme grand sauveur à la Scuderia. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter en 2004 lors d'un passage à Monaco. Donc c'est une 355, c'est la voiture de fonction la première voiture de fonction de Schumi, c'est pas mal. Tout à fait, c'est une 355 GTS, donc avec le Targa, une voiture magnifique. Moi, j'adore rouler avec. C'est une grande dame, hein, magnifique. Alors, dans cette passion des voitures anciennes, Ziv, est-ce que tu participes parfois à des rallyes classiques, comme on en voit beaucoup dans notre émission, ou est-ce que tu es plutôt orienté vers le circuit ?
Je fais les deux, hein, mais c'est que les rallyes classiques un peu moins, mais ma passion c'est le circuit, c'est les courses d'endurance et je fais un championnat qui s'appelle le championnat SOT, c'est un championnat européen de prototype avec ma Radical et mon coéquipier Benoît Claes. Voilà, Radical, c'est un proto qui, comme son nom l'indique, eh bien, ne laisse pas de place au confort, tout à la performance. Et c'est vrai que c'est des voitures où il faut y aller. C'est du sport automobile pas du tout historique, hein, Yves? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai le projet de participer cette année aux 24 heures de Zolder avec une Ligier également, un prototype. Et donc ça nous parle beaucoup, hein, parce que Ligier c'est un nom formidable. Avec la bande, je pense, à Raphaël van der Straten, les fameux Speed Addicts, comme on les appelle. Oui, les Speed Addicts, et en plus avec l'honneur de rouler aux couleurs de la fameuse écurie VDS, hein, donc les couleurs rouges avec la bande blanche et bleue. Et pour moi, c'est un honneur de rouler parce que pour cette équipe, et on espère faire un podium. Voilà, donc ça c'est vraiment une belle histoire. Le team VDS, cette Pantera, eh bien, c'était le team Michel Vaillant à l'époque, et elle a couru, entre autres, au Tour de France automobile, c'était en 1963, tout vous dire. Et on peut la retrouver voilà, dans des épreuves comme celle-là. On va s'intéresser en ce qui nous concerne maintenant à une autre épreuve, un autre grand classique. C'est peut-être une des plus belles épreuves du calendrier. C'est le Maroc classique qui s'est déroulé il y a quelques semaines. Le 20e rallye du Maroc classique s'est déroulé à Casablanca au départ du plus grand centre commercial d'Afrique, le Marocomal. Il comprenait deux catégories distinctes, classique et prestige. En effet, cette année, l'ensemble des vérifications du rallye était organisé sur l'esplanade du Marocomal, située face à la mer, en présence d'un large public, contribuant à donner au rallye Maroc classique la reconnaissance qu'il mérite. Traditionnellement, la première journée de course est une journée de mise en jambe visant à habituer les concurrents aux conditions de circulation marocaines. La suite du rallye Maroc classique 2013 s'est déroulée sur les routes du sud Maroc entre Erfoud et Ouarzazate. Paysage du Grand Ouest américain, routes souvent rectilignes, moyennes élevées. Une étape a priori plus facile avec des écarts réduits mais qui au final a bouleversé le classement général provisoire. Le rallye se jouera sur la fin, sous la pluie peut-être, qui est annoncée sur Marrakech à l'occasion de l'unique étape de régularité programmée sur 24 km, ce après environ 2350 km parcourus sur les routes marocaines. L'étape finale, tracée autour de Marrakech, aura finalement été déterminante pour la victoire dans ce Maroc classique 2013. Ce sont donc Fritz et Birgit Kayser qui inscrivent leur nom au palmarès du 20e rallye Maroc classique. Une édition anniversaire particulièrement réussie de la vie des participants pour le choix de son itinéraire et la beauté des régions traversées. Nous reviendrons plus en détail sur ce rallye dans notre prochaine émission. Voilà pour cette première émission printanière, sachant que les beaux jours vont revenir, hein, tôt ou tard. On se retrouve en ce qui nous concerne au début du mois de mai avec un agenda particulièrement chargé puisque nous aurons le Tour Auto qui se déroule dans le courant de ce mois d'avril, ING Ardennes Roads chez nous en Belgique et aussi le Costa Brava sur les côtes de la Méditerranée en Espagne. Voilà pour le programme. D'ici là, eh bien, bonne route, profitez bien de vos ancêtres et rendez-vous sur www.voituresdelegende.com pour revoir cette émission ou les précédentes. À la prochaine. Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique.